Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte aussi court que sismique, la théologie politique de Carl Schmitt. Bonjour. Oui, un texte écrit en Allemagne dans les années 1920, une période de crise extrême. Ça a son importance. Absolument. Et les sources qu'on a sur la table nous plongent au cœur d'une question qui est en fait aussi simple que vertigineuse. Qui a le pouvoir? Mais attention, pas le pouvoir de tous les jours, pas celui des règlements, des administrations. Non, le pouvoir ultime, celui qui se révèle quand tout l'ordre s'effondre. Exactement. Et pour comprendre la réponse assez radicale que proposent ces textes, il faut poser une idée centrale tout de suite. Il faut oublier un peu les définitions classiques de la souveraineté. Celles qui sont liées à la loi, au Parlement. Tout ça, on met de côté pour l'instant. Pour Schmitt, la souveraineté, on ne la voit pas dans la normalité, mais justement dans son contraire, dans l'exception. D'accord. La seule question qui vaille, c'est qui a le droit de dire « stop », les règles ne s'appliquent plus. C'est ça ce qu'il appelle l'état d'exception. L'Ausnahmezustand. L'Ausnahmezustand, exactement. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet avec la phrase la plus célèbre de l'ouvrage, qui est sa thèse en fait. Est souverain celui qui décide de la situation d'exception? C'est ça. Bon, à première vue, ça peut paraître simple, mais ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on apprend sur l'état de droit, non? L'idée que personne n'est au-dessus de la loi. Oui, Bah là, Schmitt, il la balaye d'un revers de main. il ne la balaye pas tant qu'il la contourne par les extrêmes. Pour lui, la souveraineté, c'est ce qu'il appelle un concept limite, un Grenzbegriff. Un concept limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour comprendre, on peut prendre une analogie. C'est un peu comme vouloir comprendre la solidité d'un pont. On ne la mesure pas vraiment par le trafic de tous les jours. Non, on calcule son point de rupture. Voilà. C'est exactement ça. On comprend un concept en le poussant à sa limite absolue. Et Schmitt dit qu'aucune loi, aucune constitution, même la plus parfaite, ne peut prévoir l'imprévisible total. Une guerre civile, une catastrophe. Une crise existentielle, oui. Et à ce moment-là, il faut bien que quelqu'un décide. Donc, le souverain, ce n'est pas celui qui fait la loi, c'est celui qui a le pouvoir de la suspendre. Précisément. Et c'est là que la décision devient une décision pure. Pur? Pure, parce qu'elle n'est plus l'application d'une règle. Il n'y en a plus. C'est une création à partir de rien, du chaos. Et c'est ça qui place le souverain dans une position paradoxale. Il est à la fois en dehors et à l'intérieur de l'ordre juridique. C'est ça. Attends, ça semble contradictoire. Comment on peut être dedans et dehors en même temps? Excellente question. C'est tout le paradoxe. Il est dehors parce que la Constitution, la loi normale, ne s'applique plus à sa décision. Il n'est plus lié. D'accord. Mais il est dedans parce que c'est l'ordre juridique lui-même qui lui a donné quelque part cette compétence. C'est le gardien de la Constitution qui a le droit de la mettre en sommeil. Pour la sauver, en théorie. En théorie, c'est avoir le monopole légal de sortir de la légalité. Et cette idée de la décision pure, ce n'est pas Schmitt qui l'invente de A à Z. Les sources le relient à un penseur bien plus ancien. Oui, Jean Bodin. Jean Bodin, en plein XVIe siècle. Tout à fait. Bodin, c'est l'un des premiers à vraiment essayer de définir la souveraineté moderne. Il se pose des questions très concrètes. Est-ce que le roi est lié par ses propres lois, par ses promesses? Et alors? Et après des pages et des pages, il arrive à une conclusion, une petite phrase. Si la nécessité est urgente, toutes ces obligations tombent. Ah oui! Et pour Schmitt, ce que Bodin a découvert là, c'est le cœur du réacteur. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'écrire la règle du jeu, c'est d'être celui qui peut siffler la fin de la partie et en inventer une nouvelle. La décision, ce mot est vraiment la clé. Et là, si je comprends bien, Schmitt va pousser cette idée beaucoup, beaucoup plus loin, en lui donnant une origine Inattendu. complètement inattendue. La théologie. C'est là qu'il avance sa thèse la plus spectaculaire. Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. C'est une affirmation. C'est fou quand on y pense. C'est le moteur de tout l'ouvrage, oui. Il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Il ne dit pas que les juristes sont des curés qui s'ignorent. Ah ah, non. Il parle d'une analogie de structure, d'une homologie. L'idée, c'est la suivante. L'état d'exception, en droit, c'est l'équivalent structurel exact du miracle en théologie. Le miracle, c'est-à-dire? Réfléchis, qu'est-ce que c'est un miracle? C'est une intervention directe de Dieu qui suspend, pour un cas précis, les lois de la nature. L'eau qui se change en vin, un mort qui ressuscite. Voilà. Les lois de la physique, de la biologie sont mises en pause. Eh bien, l'état d'exception, c'est la même chose dans la sphère politique.
une intervention directe du souverain qui suspend les lois de l'ordre juridique. La structure de l'acte est identique. Donc, l'idée choc, c'est que toute notre façon de penser l'État, même la plus laïque, est secrètement hantée par des schémas de pensée religieux. L'État a pris la place de Dieu. C'est vertigineux, mais c'est ça. Le souverain prend la place du Créateur tout-puissant, et la crise existentielle, c'est le moment où le miracle peut arriver. Et cette grille de lecture, elle permet de regarder l'histoire des idées politiques différemment. Complètement. Et les textes décrivent très bien cette évolution. Au XVIIe et XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, la vision dominante du monde, c'est le déisme. Le fameux dieu horloger. Le dieu horloger, précisément. Dieu a créé le monde comme une machine parfaite, avec des lois parfaites, et puis, il s'est retiré. Il n'intervient plus. Plus de miracle. La machine tourne toute seule. Pour Schmitt, ça, c'est l'image parfaite de l'état de droit rationaliste, le Rechtsstaat. L'idéal politique de l'époque, c'est un État qui fonctionne comme une mécanique prévisible. L'intervention directe, arbitraire du souverain, c'est un bug. C'est une anomalie à éliminer. L'État parfait serait une horloge suisse qui n'a jamais besoin d'être réparée. Et l'exception, c'est le grain de sable. Voilà. Sauf qu'au XIXe siècle, tout bascule. On abandonne cette idée de transcendance. C'est-à-dire un dieu au-dessus du monde ou souverain au-dessus de l'État. On passe à des concepts d'immanence. Le principe directeur n'est plus au-dessus, mais à l'intérieur du système. Et politiquement, ça donne quoi? Ça prend plusieurs visages d'abord. L'idée de démocratie radicale. Le peuple est à la fois gouvernant et gouverné, il n'y a plus de distance. D'accord. Ensuite, les théories organiques de l'État, où l'État est un corps vivant, pas une machine. Et enfin, le point culminant, ce sont les théories normativistes, comme celle de Hans Kelsen. Le grand adversaire intellectuel de Schmitt. Exactement. Pour Kelsen, l'État est l'ordre juridique. Il n'y a rien d'autre. La machine est censée se faire fonctionner toute seule, sans horloger, sans souverain personnel. Et cette idée que l'État-machine ou l'État-norme ne peut pas gérer l'exception, ça me fait penser que Schmitt a dû chercher ses héros ailleurs. Ah oui, Et les sources nous disent qu'il les a trouvés chez des penseurs beaucoup plus radicaux et franchement plus sombres, les contre-révolutionnaires. absolument. Il est fasciné par des gens comme Joseph de Maistre, Louis de Bonald et surtout l'espagnol Juan Donoso Cortés. Et qu'est-ce qui l'attire chez eux? C'est qu'ils ne sont pas obsédés par la norme, par la meilleure forme de gouvernement. Ils sont obsédés par une seule chose, la décision. Pour de Maistre, par exemple, souveraineté et infaillibilité sont parfaitement synonymes. C'est fort comme formule. Ce qui compte, ce n'est pas que la décision prise soit la bonne ou la juste, c'est qu'une décision soit prise. Point final. Pour mettre fin au chaos. Mais c'est une idée terrifiante, non? Ça veut dire que l'injustice, l'erreur, ça importe moins que le fait de mettre fin au débat? Ça peut justifier n'importe quelle tyrannie du moment qu'elle est décisive. C'est une logique implacable qui découle d'une certaine vision de l'homme. Et c'est là qu'on touche au fond. Pour ces penseurs, l'homme est par nature mauvais, ou au mieux faible, stupide, dangereux. Il a besoin d'être maîtrisé, C'est l'antithèse absolue des théories anarchistes. qui partent du postulat inverse, oui, le peuple est bon et le magistrat corruptible. Pour de Maistre, c'est parce que l'homme est mauvais qu'il faut une autorité qui agisse comme si elle était infaillible, pour créer l'ordre. Et cette apologie de la décision, il y a un penseur qui la pousse encore plus loin. Face aux révolutions de 1848, l'espagnol Donoso Cortés. Oui, et il le fait avec une formule absolument saisissante. Il définit la bourgeoisie libérale, Pas par son économie ou sa culture. non, par son rapport à la parole. Il la qualifie de classe qui discute. En espagnol, una clase discutidora. Une classe qui discute. Dans sa bouche, c'est presque une insulte. Qu'est-ce qu'il leur reproche au fond? Il leur reproche de croire que tout peut se résoudre par la discussion. Pour Cortés, l'essence du libéralisme bourgeois, c'est de vouloir transformer chaque conflit existentiel, chaque bataille à mort en un débat parlementaire. Un débat qu'on peut ajourner, suspendre, une discussion sans fin pour ne jamais avoir à décider. C'est ça. C'est une fuite devant le tragique de l'histoire. Et pourquoi est-ce que cette posture lui semble une faiblesse fatale? Parce que Cortés est persuadé que son époque n'est pas une période de compromis. C'est un moment de vérité. Une lutte finale entre deux principes, le catholicisme d'un côté, le socialisme athée de l'autre. Une guerre théologique déguisée en guerre politique. Exactement. Et dans un combat à mort, celui qui veut s'asseoir et discuter a déjà perdu. Il a déjà fait une concession. Donc, face à ce qu'il perçoit comme un mal absolu. La réponse ne peut pas être la discussion. La seule réponse, c'est son contraire.
la dictature. Oula! Mais attention, la dictature ici, ce n'est pas juste un régime politique. C'est la décision pure, celle qui ne s'embarrasse pas de justification, qui ne cherche pas de consensus, qui ne débat pas. Elle agit. C'est un parcours assez intense. On est parti de la définition juridique du souverain, on a fait un détour par la théologie, les miracles, pour finir sur ce duel à mort entre la décision dictatoriale et la discussion parlementaire. Et les sources terminent sur une observation qui, je trouve, résonne de manière incroyable avec notre époque. Schmitt note qu'une tendance très forte de la modernité, Partagé par des gens très différents en plus. Oui, les financiers, les techniciens, les marxistes, c'est un combat contre le politique lui-même. Tous s'accordent pour dire que la domination subjective irrationnelle de la politique doit être remplacée par l'objectivité. l'objectivité de l'économie, de la morale ou de la gestion technique. C'est une idée très actuelle, ça. Remplacer le politique, avec ses conflits, ses décisions difficiles, par une gestion qui se voudrait neutre, efficace. L'État ne serait plus le lieu du souverain, mais un grand betribe. Une grande entreprise, une grande usine qui administre les choses. On ne prend plus de décisions, on applique des solutions techniques à des problèmes. Le politique est évacué. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, peut-être, pour réfléchir. Dans un monde qui cherche de plus en plus à évacuer le politique au profit de la gestion, de la technique, qu'advient-il de la décision ultime ? C'est la question. Si on essaye de supprimer la souveraineté et le moment de la décision, qui ou quoi décide lorsqu'une véritable situation d'exception se présente ? Est-ce que ce pouvoir de décision disparaît vraiment ou est-ce qu'il refait simplement surface ? Sous une autre forme, peut-être moins visible, moins avouable et au fond beaucoup moins responsable.